Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis Gilles Thomas d'ODF TV. Je suis Rémi Fauchereau de l'AEPA, l'Association d'études des phénomènes aériens pour le département de Lyon. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI qui est l'actualité OVNI dans le monde. Cette émission est divisée en 3 parties, dont les informations importantes, où il y a Rémi. Les infos de nos partenaires. Au sommaire de cette édition, dans les informations importantes de cette édition, premièrement, un petit message pour vous autres, abonnés ODF Note, auditeurs et partenaires d'ODF TV. Dans l'interview, je reçois Éric Zurcher, ufologue, auteur de nombreux ouvrages, qui répond à une question posée par Sylvain Matisse, chercheur et également webmaster des blogs Investigation Océanographique et OANI, la médiathèque de l'ufologie, UFO et sciences et paranormal à la une. Une question qui portera sur les OANI, les objets aquatiques non identifiés. Par la suite, vous retrouverez Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone Parallèle sur la radio FM CJMD 96.9 au Québec. Dans la rubrique Culture OVNI de cette édition, vous retrouverez Rémi Fauchereau qui vous partagera quelques bandes dessinées anciennes concernant le phénomène OVNI. Puis nous passerons à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI qu'il y a eu dans le monde en septembre, octobre et novembre 2018. Et dans le dossier de cette édition, la dernière partie des réflexions ufologiques ou autour du ou des phénomènes OVNI ou OANI, avec les interventions d'ufologues et de témoins. J'en profite pour dire un mot particulier qui a tendance à se perdre au fil des années. Ce mot est adressé à tous les veilleurs qui sortent sur n'importe quelle condition climatique pour observer le ciel, faire de la surveillance du ciel ou pour faire des veillées de vérification puisqu'il y a des enquêtes en cours. Ce mot s'adresse aussi aux enquêteurs et ufologues. Il s'adresse également aux youtubeurs car cette passion, cette recherche sur le ou les phénomènes OVNI ou ufologiques est un domaine qui prend énormément de temps. On peut dire que c'est chronophage. Alors pour tout le travail que vous faites, que vous avez réalisé ou que vous allez faire à l'avenir, je vous dis merci. Continuez de faire ce que vous aimez faire sans vous soucier de tous les moments ou commentaires négatifs que vous pouvez avoir chaque jour, et c'est qu'il y en a. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous. Alors ça c'est une question de Sylvain Matisse. Oui. Faut que je lui pose quand même. Alors bon, Sylvain, tu sais qu'il est dans les OANI. Oui. Ah oui, il voulait savoir si tu avais eu connaissance d'autres rencontres rapprochées du troisième type, que ce soit pas forcément en France, hein, en Italie Oui. ou dans le livre mondial, Oui. proche de plage ou dans l'eau. Alors proche de plage, j'en ai un ou deux dans le mais qui l'OVNI ne sort pas de l'eau. Hein, c'est voilà. En revanche, il y a des choses comme ça en Italie. Tu as des cas plutôt vers le bas, plutôt vers la Sicile, la Sardaigne. Il y en a un avec enquête de gendarmerie notamment, où il y a un gros objet qui est vu par 2 témoins, si je me souviens bien, et les carabinières elles sont venus. Et les 2 témoins ont vraiment pris peur parce qu'il y avait une histoire d'entité avec, qui n'était pas très sympa, me semble-t-il, de mémoire. Mais c'est vrai que c'est des cas un peu... bon, encore une fois, on est dans un annexe un peu, hein, quand même. C'est pas, ça ne représentait 1%, hein, quelque chose comme ça. Mais ça existe, ça existe. Ouais, des cas, mais il suffit de balayer les catalogues, hein, des cas, tu en as, hein, avec des bateaux impliqués, surtout en Norvège, tout ça. Il y en a de ce genre de cas. Des cas pas très loin de la mer, il y en a plein. Hein. Le fameux cas de Chaloupy dans la péninsule de Hel, en Pologne, dans la baie de Gdańsk. C'est un cas qui est à même pas 100 mètres de la mer. Hein. D'ailleurs, l'OVNI est posé dans des dunes. Exact, oui. Il va laisser des traces, cet OVNI. Qui seront retrouvés par le groupe qui vient de Varsovie pour enquêter assez vite, heureusement, parce qu'ils vont trouver en plus un témoin adjacent qui a vu l'objet. Donc ça c'est un cas qui est pas mal, un cas qui paraît complètement délirant au départ, et qui finalement, parce qu'il y a une enquête derrière,
pour une fois on a du bol, eh ben, il n'est pas si délirant que ça. Et voilà. Et ça s'est passé très proche de la mer. Tu as un cas en Grèce aussi qui est assez récent, au début des années 2000, où c'était des veilleurs, des gars qui surveillaient des feux de forêt, qui ont vu un objet se poser sur un ancien parking en ruine, dans la montagne. Hein. Mais les gars, il y avait la mer en dessous quoi aussi. Hein. Voilà, il y a eu apparition d'entités en Finlandienne qui sont parties. Partons présentement au Québec, où je retrouve une nouvelle fois Carole Lauzé, animatrice de l'émission Zone Parallèle à la radio CJMD Lévis 96.9, où je suis intervenu le 8 décembre 2018 sur les études géoufologiques. Était présent également en première partie Éric Zurcher, ufologue et auteur de nombreux livres en ufologie. Bonjour Carole. Bonjour. Et donc tu as dit qu'il y avait plusieurs thèmes, donc l'ufologie, le paranormal, l'inexpliqué, bref, les mystères. Oui, exactement. Tout ce qui est inexpliqué. Tout ce que les gens ne comprennent pas, en fait, nous, on essaie de trouver, on a des témoignages de gens qui voient des ovnis, ou que ce soit ovnis ou fantômes. On en reprend en ondes à peu près 30 secondes. Correct. N'oubliez pas d'écouter Zone Parallèle. Vous pouvez également réécouter et télécharger les podcasts des émissions de Carole Lauzé, Zone Parallèle, sur le site CJMD Lévis 96.9, un lien qui sera disponible en dessous de cette vidéo. Mais Carole, quand est diffusée ton émission? C'est toujours le samedi. Ici au Québec, c'est de 11h à 13h. Chez vous, c'est à 17h, si je ne me trompe pas, de 17h à 19h. Alors aujourd'hui, dans cette rubrique dans Culture OVNI, tu vas nous parler de bande dessinée ufologique. Oui. C'est à toi. Alors donc là j'ai un vieux magazine qui s'appelle Pilote. C'était un recueil de bandes dessinées qui se suivait. Il y en avait toujours 2 pages. Il y avait des sous forme d'épisodes de 2 pages sur une bande dessinée. Ça contenait plusieurs bandes dessinées. Là, on a le numéro 565, 12e année. Alors, je ne sais pas quelle année, ça doit correspondre à 69-70. Mais ce qui était intéressant dans ce magazine Pilote, c'est qu'on avait, à la fin, là, sous la forme de 3-4 pages, dossier soucoupe volante, enquête en Floride, voilà. Et donc, on avait 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, donc c'était un petit dossier qui était fait sur le sujet des enquêtes en Floride, et ça traitait des phénomènes des soucoupes volantes en Floride et des humanoïdes, des apparitions d'humanoïdes, etc. Ils avaient fait ça sous forme de bande dessinée. C'est dans ce journal-là qu'elles ont commencé à apparaître, hein. Et après elles se sont retrouvées en album. On a retrouvé, les dossiers ont été regroupés sous forme d'album. On voyait, par exemple, un jour, ils ont parlé du dossier Adamski, etc. Et ça, tu le retrouves dans les bandes dessinées de Loeb et Chichi. Hein. C'est dans le journal Pilote qu'on a vu les premières bandes dessinées sur l'ufologie, de Loeb et Gigi. Est-ce que tu t'es intéressé aux bandes dessinées ufologiques? Ah ben ça, c'est tombé à peu près dans le même moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie. Hein. Je sais plus, il y a marqué 12e année, numéro 565. Il faudrait fouiller un peu pour voir exactement l'année, elle doit être en quelque part dans le journal. Mais c'est que quand je débutais l'ufologie, ça c'est tombé pile poil dans ces moments-là, c'est-à-dire les années 69-70. Hein. Et donc, évidemment, les bandes dessinées m'intéressaient, oui, puisque c'est pas moi qui... Moi j'achetais Tintin, et mon frère achetait Pilote en bande dessinée. Et donc, je lui piquais ses pilotes, et je regardais les bandes dessinées sur les soucoupes volantes. Et personnellement, c'était Tintin et une bande dessinée que très peu connaissent, le Scrameustache. Ah, je connais pas. Qui était une bande dessinée où l'entité se baladait en soucoupe volante. Alors, des fois, il se rendait dans l'Atlantide. Il y avait des petits gris aussi, il y avait les Galaxiens. Non, mais c'était
Non, je connaissais pas. Il y avait plein de soucoupes volantes. Non, moi à l'époque, il y avait le journal Tintin et puis il y avait le journal pilote. Donc c'est dans le journal pilote que la BJJ avait fait leur première bande dessinée sur la soucoupe volante. Donc on peut dire que tu es enquêteur, ufologue, et en même temps tu es ufophile. On peut dire ça, oui. Alors il faut peut-être préciser aux gens qu'est-ce que veut dire ufophile. Ufophile, c'est les personnes qui s'intéressent à l'ufologie, mais qui ne sont pas forcément ufologues pour ça. Qui s'intéressent aux bandes dessinées, à la culture, autour du phénomène OVNI. Bien, merci Rémi donc d'avoir participé une nouvelle fois à la rubrique Culture OVNI. Je tiens à rappeler que cette rubrique est partenaire du SCO, donc les archives OVNI. Le SCO, c'est Sauvegarde, Conservation des études et archives ufologiques, puisqu'au SCO, il y a énormément de choses, de bandes dessinées, d'ouvrages, de choses en rapport avec la culture et le phénomène OVNI. Au revoir, chers ODH-nautes et heureux. Je vais vous partager l'actualité OVNI qu'il y a eu dans le monde en septembre, octobre et novembre 2018. Mais commençons tout d'abord par le mois de septembre. Au Canada, le 1er septembre, dans l'Ontario, à Minden, observation pendant 4 minutes d'un disque volant dans le ciel. Le 18 septembre, à Fort McMurray, dans l'Alberta, observation d'un triangle volant pendant 5 secondes. Le 26 septembre, dans l'Ontario, à Peterborough, observation d'un triangle volant pendant 5 minutes. En Angleterre, le 27 septembre, à Walsall, observation de lueurs étranges dans le ciel. En Allemagne, le 22 septembre, à Fjorf, observation d'un disque volant. En Afrique du Sud, le 23 septembre, à Potchefstroom, observation de flashs lumineux de couleur pourpre. En Corée du Sud, le 10 septembre, observation de flashs lumineux. En Australie, le 22 septembre, à Melbourne, observation d'un ovni de forme ovale et de couleur sombre. Et en Nouvelle-Zélande, le 27 septembre, à Rotorua, observation d'un ovni en forme de diamant et de couleur orange, qui semblait suivre une voiture. Passons à présent au mois d'octobre 2018. Au Canada, le 16 octobre, à 21h06, à Lethbridge, dans l'Alberta, observation pendant 5 minutes d'un disque volant. Le 18 octobre, à 21h18, dans le Manitoba, à Winnipeg, observation d'un triangle volant pendant 2 minutes. Le 21 octobre, à 12h21, dans l'Ontario, à Beaumontville, observation d'un flash lumineux de couleur bleue. Le 29 octobre, à 7h23, dans l'Ontario, à Beamsville, observation de lueurs étranges dans le ciel en forme d'œuf. À Chypre, le 17 octobre, à 19h55, à Latchi, observation pendant 5 minutes de lueurs de couleur rouge et verte qui semblaient pulser ou flasher en direction de la Turquie. Observation réalisée au cours d'une violente tempête orage. Passons à présent au mois de novembre 2018. Au Canada, le 8 novembre à 21h, dans le New Brunswick à Salisbury, observation pendant 5 minutes d'une lueur de couleur blanche. Le 19 novembre à 2h56 dans l'Alberta à Edmonton, observation pendant 1 seconde de lueur de couleur blanche et grise. En Irlande, le 25 novembre à Springfield à 14h, observation pendant 3 minutes de lueur de couleur verte dans le ciel. Au Pakistan, le 16 novembre, dans la province de Sindh, observation à 18h40 de flashs lumineux dans le ciel. Et en Thaïlande, le 2 novembre à 21h30 à Pattaya, observation pendant 15 secondes de triangle volant. Passons à présent à la troisième et dernière partie de cette édition, le dossier, qui va vous présenter cette fois une 5e partie des réflexions ovni ou ufologiques autour du ou des phénomènes, avec les interventions d'Éric Zurcher, Rémi Fauchereau, Gérard Deforge et Carole Lozé. Émile Michel faisait confiance à la science. Il disait c'est la science qui en aura raison tôt ou tard. Il faut espérer que ce ne sera pas trop tard, justement. Mais évidemment, si à un moment il y a une évolution de la physique telle, prouvée donc, parce que là on fonctionne sur des œufs, là, les protocoles de test doivent marcher. À un moment, il va y avoir une évolution de la physique, c'est-à-dire, la physique c'est quoi? C'est la compréhension de l'univers et de la réalité, finalement. Et à ce moment-là, ça coiffera par le haut tout ça, et ça se jouera, les ufologues auront terminé leur rôle. Bien sûr, ce sera fini.
Mais ils auront quand même rempli leur rôle. Pour ceux qui auront fait du travail sérieux, ils auront fait du travail de terrain, des enquêtes, ils auront retransmis des cas. Tu sais, on estime qu'un cas sur 10 arrive à notre connaissance. Hein. Et je parle des rencontres approchées. Je ne parle pas de l'ensemble des cas vus en l'air, parce que là, ça doit être un sur 100. Voilà. Mais sur le peu de cas, 10% a filtré dans la société, et il y a eu des effets. La preuve, on est là. Et on en parle. Encore. Après toujours. 71 ans. Oui, depuis Kenneth Arnold, oui. Mais l'intéressant, c'est avant Kenneth Arnold. Parce que là, tu as affaire à des choses qui ont valeur de prototype, de pattern, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire de moule-mère, de tout ce qui va se dérouler après. Et c'est des cas qui sont problématiques. J'en analyse un dans le bouquin. C'est des cas évidemment très problématiques, même pour les ufologues. Hein. Le phénomène fait ce qu'il veut, à sa fantaisie, dans les circonstances qu'il a décidées et qui nous demeurent, pour l'instant, totalement incompréhensibles. Il faut l'accepter comme ça. Moi-même, je ne suis même pas capable de comprendre. J'ai beau chercher, j'ai beau faire comme toi, on a beau faire des recherches, mais on viendra peut-être jamais à bout de mettre le doigt à la bonne place. En France, il y a eu de gros cas de mimétisme. Et pas... Enfin, il y en a eu beaucoup dans la période 70-80, mais ça, c'est la grande période de l'ufologie. Mais il y en a eu plus récemment, le cas de Fény 2, là, dans le... Ah, le Mirage 4000. Ah ouais, celui-là, il est lourd, hein, celui-là, parce qu'il y a toute la famille qui observe, ils arrivent à l'éclairer, le truc marche à 3 à l'heure, tu vois un jet marcher à 3 à l'heure, quoi. Bon, si tu as 3 notions d'aéronautique, c'est... Voilà. L'observation a duré un quart d'heure, 20 minutes. Bon. Et il y a eu le même cas aux États-Unis avec un SR-71, le Blackbird. Mais lui, il était carrément tronqué devant. Carrément. Il était remplacé par un phare. Le tiers avant de l'avion, tu sais, l'avion, il était tronqué et il y avait un phare à la place. Comme à Fény d'ailleurs. Hein. Il y avait un phare devant et 2 phares derrière à la place des réacteurs. Là, on est en plein dans un cas de mimétisme. On est dans l'effet vitrine et dans le cas de mimétisme. Et ça s'est déroulé par rapport aux témoins dans des conditions bien précises. Comme toujours, hein. Comme toujours. Et d'ailleurs, dans le livre, je dis, faites attention, si vous voulez repérer ça, faites attention à la manière dont cela commence. Et je donne les moyens qu'utilise le phénomène pour susciter l'attention, pour polariser l'attention du témoin. Et le cas absolu, enfin un des cas très révélateurs, c'est celui de mon ami Jay, à Apt en 2010. Parce que là, ils ont quand même été appelés pendant 20 minutes par le phénomène. Avec les effets stroboscopiques verts. Ils pensaient qu'il y avait une fête où les jeunes s'amusaient avec des lasers. Et ça n'a pas arrêté tant qu'ils sortent pas sur la terrasse. Et au moment où ils sont sortis sur la terrasse, ça s'est déclenché. Là, il n'a pas masqué. D'habitude, le phénomène masque toujours son aspect ostentatoire. Là, il ne l'a pas masqué. C'est évident. Dans cet épisode, donc, où moi-même, avec mon épouse, d'une manière totalement inattendue, ce phénomène est venu. Je l'ai d'abord identifié avec ces lumières qui tournaient comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Surtout quand ça commence à jouer à saute-mouton et que plusieurs lumières s'additionnent pour former un disque unique, plus brillant que chacun de ceux qui tournaient. Ils étaient 7 en tout. Que ça reste fixe, puis que plusieurs minutes après, chaque lentille va se séparer de celle qu'on croyait unique, puis ça va recommencer à tourner comme ça. Je me suis dit, et puis il n'y avait pas de spot. Il n'y avait pas de faisceau. Je dis non, ça, j'ai jamais vu un truc pareil, j'ai jamais vu ça. Alors je le signale à mon épouse. Et puis, elle va observer après la même chose. Et puis moi, quand je vais téléphoner à mon beau-frère qui habite à 500 mètres de là, je vais dire, est-ce que tu vois quelque chose, etc. Je vais rester au téléphone. Et à la gendarmerie, je vais téléphoner en disant, venez, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Moi, je sais, on reçoit des coups de téléphone, mais c'est les lumières de la Défense. Parce que entre Cergy et la Défense, il y avait un laser qui était installé.
Mais ça n'avait rien à voir, un laser. C'est une lumière rectiligne qui a entre la Défense et puis la fameuse tour de Cergy. Et les gendarmes, pour eux, c'est ça qu'il y avait. Alors moi j'étais là, et mon épouse m'appelait, elle m'appelait, viens voir, viens voir. Moi j'étais dans la chambre, toujours au téléphone, soit avec la gendarmerie, soit avec mon beau-frère. Et à un moment donné, je vais enfin bouger. Plus rien. Le phénomène des lumières qui descendaient le long d'immeubles, tout ça, ça s'est arrêté. Elle continuait à tourner dans le ciel. Et pendant des heures comme ça, on allait se coucher parce que ça n'arrêtait pas. Mais il y a toujours cet aspect dans les rencontres rapprochées. Hein. Parce qu'après, pour le reste, ça pose d'autres problèmes. Parce qu'il y a une discussion là-dessus aussi avec les chercheurs. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de la majorité des cas lumière nocturne pardon, et disque diurne, etc. etc. Est-ce que ça marche aussi là ou pas? Et là, c'est lourd, hein, là, c'est du lourd. Là, en avril 2018, je sors dehors. Mais il était quelle heure? 23h à peu près. Hein, je sors dehors. C'était le jour de la station spatiale qui devait retomber dans... On ne savait pas trop où, et puis elle a fini par retomber dans le Pacifique, je crois. Et puis, donc je sors. Je pensais, quand je suis sorti, je dis tiens, je vais regarder en l'air, au cas où je verrais quelque chose. Mais j'y croyais pas trop, parce que je savais que c'était pas sûr qu'elle passe dans le secteur, mais j'ai dit pas comme ça, par habitude, je regarde en l'air. Et qu'est-ce que je vois en regardant un peu sur le côté un peu à l'est, presque au-dessus de ma maison, à bout de bras, une boule blanche immaculée, un blanc immaculé, quoi. Mais vraiment un blanc, j'ai jamais vu un blanc comme ça. Une boule ou une sphère ou un disque ou je sais pas trop quoi qui était là, positionné au-dessus qui faisait le coin entre la cheminée de la maison et puis le toit de la maison. Il était juste dans le coin là. Et il y avait un halo brumeux autour, bien dessiné, bien rond aussi. La boule ou la sphère était bien ronde aussi. Puis ça s'est éteint d'un seul coup, comme on éteint une lampe. Alors on sait qu'il y a quelques cas effectivement où le phénomène a paradé dans le ciel devant le témoin, ça c'est évident. Mais quelques cas ne font pas une généralité non plus. Alors moi je suis plutôt prudent. Pourquoi est-ce que... ça avait quelle signification? Pour nous, ça n'avait aucune signification. En revanche, Casoufo dit autre chose. Il dit que l'ostentation pourrait être partout. Mais alors là, il y a des implications qui font peur. Même moi, je recule là. Hein. Je dis attention quand même. Attention. Ça voudrait dire que ce fameux soir d'avril 75 où je suis sorti sur la terrasse et que j'ai vu ce que j'ai vu, c'était pas... C'est pas le hasard. Non, je suis pas tombé par hasard sur l'air. C'était voulu à des trucs qui étaient quand même à pas mal de kilomètres en hauteur. Hein. Alors là, on rentre dans un autre... on rentre dans un autre monde là. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que je sais pas pourquoi j'ai tourné la tête dans ce sens-là, pourquoi je l'ai pas tourné dans l'autre sens. J'ai tourné la tête dans ce sens-là, du côté de l'Est. Pourquoi je ne l'ai pas tourné du côté de l'Ouest? Parce que j'aurais très bien plutôt même la tourner de l'autre côté, parce que c'est de l'autre côté qu'il y a les pavillons, et que généralement il y a des gens qui font du bruit, etc. et tout. Et comment penser un truc pareil? Il y a qu'un Philippe Solal qui peut penser ça. Je veux dire, qui peut penser un truc pareil? Ça va tellement à l'encontre de tout. Mais il y a un moment où tu peux plus. Quand tu analyses les choses et que tu vois ce que ça te dit, et que tu vois les constantes, et que tu vois là où ça t'entraîne, il y a un moment où tu peux plus avancer. Tu te dis, oh là là, non, on en reste sur des bases à peu près sûres, et pour le reste, on reste dans l'expectative, il vaut mieux. C'est un phénomène intelligent, mais qui avance masqué, en fait. Si tu considères comme moi que le propre de ce phénomène, c'est le visage de Janus, c'est-à-dire c'est une double face, il est invasif et élusif. Comme je te disais, les deux propositions sont contradictoires. Donc c'est très difficile de maintenir un équilibre entre ces deux choses qui sont complètement contradictoires. Et il le fait assez bien. Il parvient à maintenir, c'est un peu comme un fléau d'une balance ancienne, tu vois, il parvient à maintenir l'équilibre entre les deux. Actuellement, je pense que l'élusivité tend quand même à avoir plus de poids, mais c'est vrai que c'est la caractéristique centrale. Hein. Donc elle a plus de poids que l'invasivité. Par contre, ce que pourrais encore rajouter, si je devais rajouter quelque chose,
c'est que dès que j'ai regardé le phénomène, c'est comme si il n'a pas resté peut-être 1 ou 2 secondes et paf, il s'est éteint. C'est comme si il s'était planqué ou il s'était caché, il ne voulait pas que je le regarde. Ça m'a donné cette impression-là, le fait que ça n'ait pas duré longtemps. Dès que j'ai commencé à le regarder, clac, ça c'est quasiment, ça a disparu. Mais j'ai eu quand même le temps de voir tout ce que j'ai décrit là. Donc tu compenses, si tu veux, si le plateau de la balance de l'élusivité devient trop, effectivement, ça ne va pas. Donc il faut que l'invasivité compense. Donc ça peut être des cas comme Rouvois ou Aravillers, ou certains cas qui se sont produits, pas dans notre environnement, mais au Canada et aux États-Unis, qui sont des cas vraiment très invasifs. Alors il n'y a pas du tout d'abduction apparemment, ou de choses comme ça, mais c'est des cas un peu épouvantails qui ont suivi, il y a toujours un témoin multiple, et qui ont mis en place un scénario cauchemardesque pour ces témoins sur un certain... Enfin tu liras, j'en ai pris quelques-uns. Alors ça c'est un moyen de contrer l'élusivité, c'est un moyen de rétablir un peu... Si l'élusivité continue de gagner du terrain, il n'est pas exclu que l'on ait des cas encore plus forts avec des témoins non plus multiples mais de masse. C'est déjà arrivé, hein, de toute façon. La caractéristique centrale du phénomène, c'est quand même l'élusivité. Tu as les deux faces sans arrêt. Hein. Le phénomène est invasif. Il pourrait ne pas se montrer, mais il se montre. Et il se montre sur une sacrée fréquence quand même. Donc, et l'autre face, c'est qu'il est élusif. Or, les deux propositions sont contradictoires. Tu ne peux pas rentrer dans un territoire et ne pas y être. Alors tu fais comme lui, tu pulses. Alors tu pulses, tu te retires, et invasivité, élusivité. Ok, d'accord. N'empêche que quand tu fais ça des milliers, voire des millions de fois, il arrive à un moment où il y a un grain de sable dans la mécanique. Au moment où tu te retires, notamment. Ben non. On se sert, dans ce genre de questionnement, on se sert de notre esprit d'humain pour essayer d'avoir des réponses à des questions qui sont pertinentes. Mais il n'y a pas de réponse. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Comme ça. Il faut l'accepter. Eh bien Rémi, je te remercie d'avoir participé une nouvelle fois à une édition de Maintenant on vit dans le monde. C'est moi qui te remercie, Gilles. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les chemins ufologiques en France et dans le monde sur ODH TV. Au revoir. Au revoir.